Bonsoir Guy Vincent. Bonsoir Marcel. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de l'examen de mi-session. Donc le plan de match, c'est de regarder chacune des questions, de discuter des éléments qui ont été un peu plus problématiques. On va présenter du code, on va aller dans Sublime, on va regarder des solutions, discuter des éléments qui ont été problématiques. Voilà. Donc peut-être avant de commencer, on devrait souligner le fait que les résultats ont souvent été bons, des fois très bons. Oui, je pense que pour chacune des questions, il y a des gens là, qui ont eu quasiment la solution parfaite. Absolument. D'ailleurs, sur l'ensemble de l'examen, là, il y a des 68,5, 69, là, donc très très près de la perfection. Ça a très bien été, mais on va quand même pas passer la soirée à parler de ce qui a bien été. On va parler des éléments qui ont été plus problématiques, les choses qui vont être utiles pour éviter ces pièges-là à l'examen final. Absolument. Donc, allons-y avec les questions. Donc, question numéro 1. Première question, Goods and Services. Donc là, il y avait déjà de façon visuelle, il y avait un diagramme UML qui suggérait fortement qu'il y avait une relation entre des concepts. Il y a quelque chose qui s'appelle Book, qui est relié à Goods and Services. Il y a quelque chose qui s'appelle Nuts Basket, qui est relié à Goods and Services. Absolument. Et donc on voit là sur le diagramme plusieurs choses. Déjà, la relation est faite en pointillé. Goods and Services est écrit en italique. Donc il y a des suggestions ici. Oui, donc on dit vraiment que Goods and Services, c'est quelque chose qui est abstrait. Ouais. C'est cette idée-là que Goods and Services possède une méthode getPrice. Vraiment, en UML, lorsqu'on a cette ligne pointillée-là, c'est la relation d'interface. Ça suggérait que Goods and Services, c'est une interface. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Peut-être qu'il y a le texte. Le texte qui dit aussi quasiment directement. Ça ne dit pas c'est une interface, mais ça dit ça peut être vu comme Goods and Services. Can be seen. Can be seen as en anglais. En lorsqu'on aurait l'autre concept, celui qu'on aurait pu imaginer ici en regardant le diagramme, c'est que c'était une relation d'héritage. Ouais. Et l'héritage s'applique vraiment dans les situations où la sous-classe est une spécialisation de la superclasse. En anglais, c'est quand on peut utiliser is a, comme dans le est un. Donc, vraiment dans la relation, comme un étudiant est une personne, l'étudiant hérite des caractéristiques, donc de l'implémentation et des méthodes. Mais dans ces cas-là, clairement, ça ne va pas aller parce que un book, un livre, on ne peut pas dire qu'un livre est un Goods and Services, mais plutôt quelque chose qui peut être considéré comme, qui peut être vu comme un Goods and Services. Donc ça veut dire qu'il va avoir un getPrice. Oui, il y avait vraiment une attention qui avait été portée ici dans la question pour que ce soit clair qu'on ne peut pas dire book est un Goods and Services. Book est un bien, un produit, mais ce n'est pas un service. Et à l'inverse, si on avait un service qui est lié à ce concept-là de Goods and Services, un service est un service. Un service n'est pas un bien. Voilà. Donc, vraiment, on tentait ici là, de véhiculer une idée importante. Voilà. On essaie de donner plusieurs indications pour vraiment vous amener à conclure qu'il s'agissait d'une interface et pas d'une classe. Ayant dit tout ça, il y avait quand même... il y a certaines solutions, on les avait prévues, là, où vous pouviez implémenter une superclasse abstraite. Voilà. Ça, c'était une implémentation possible. On y dépose une méthode abstract getPrice. C'était une implémentation possible. Voilà, c'est pas très logique, mais ça a marché. Puis, on n'était pas très agressif avec le crayon rouge. Vous perdiez un point si c'était bien implémenté. Voilà. Il y avait une autre implémentation possible
Là, on s'éloigne un peu là, de la solution attendue, qui était une superclasse concrète, possiblement avec sa variable price, une méthode getPrice qui retournait le prix. Ça aurait bien fonctionné pour la classe book. Par contre, dans Not and Basket, là, ça ne fonctionne plus. Il fallait masquer cette implémentation-là avec une implémentation qui était pertinente pour Not and Basket. Voilà. Alors, on regarde la solution. Allons-y. On débute avec le concept tout en haut du diagramme UML. Donc, il y avait cette idée d'interface Goods and Services. Donc, vraiment, je pense que la plupart... si vous aviez l'idée que c'est une interface, il n'y avait pas de souci au niveau de la syntaxe, ça a bien fonctionné. Voilà. Public abstract, si on veut, mais c'est pas nécessaire. Ça, c'est pas nécessaire. On le vire. Voilà. Donc, c'est tout ce qui était attendu. Bon, si vous aviez déclaré une classe abstraite, c'était possible aussi. Évidemment, il fallait à ce moment-là écrire abstract class et s'assurer que la méthode maintenant était abstraite parce que ça ne va pas de soi. OK. Donc, dans ces deux cas-là, si on a une méthode abstraite, donc il n'y a pas de code, il n'y a pas d'implémentation, il y a simplement ce point-virgule. Voilà. OK. On descend maintenant dans les classes concrètes. Donc, la classe book, ce qui était important ici, implements goods and services. Donc, si votre solution dans la première partie impliquait une interface, il fallait être conséquent et utiliser le mot-clé implements. Right. Si vous aviez une superclasse abstraite ou une superclasse concrète, à ce moment-là, c'était extends. Voilà. Et ensuite, on avait quelques variables d'instance là qu'il ne faut pas oublier de déclarer privées pour les protéger. Un constructeur qui suit ce qui avait été décrit dans le texte. Effectivement. Pas grand-chose à rajouter ici. Peut-être sauf que il y avait quand même pas mal d'informations qui avaient été encodées dans ces exemples-là qu'on vous fournit. Donc ici, on vous disait, on a des références B1, B2, B3. On se crée des objets. On fait des appels de méthodes. On va revenir sur ça dans quelques minutes. Une idée importante était dans cette question-là que tout produit ou service possède une méthode getPrice. Voilà. Pour la classe book, je pense que ça a assez bien été parce que la description de la question mentionnait getPrice explicitement. Donc tout le monde avait son getPrice. Voilà, qui est juste un getter à ce moment-là pour la variable price. Oui. Ensuite, on vous demandait d'avoir une méthode equals. Là, je pense que ça vaut la peine de revenir ici. Moi, j'ai eu des questions où on me demandait est-ce que ma méthode equals possède un paramètre, deux paramètres? Clairement, si on revient à l'exemple qui a été donné, on appelle la méthode equals de l'objet désigné par B1, on lui passe un paramètre, B2. Donc, clairement, ça disait equals possède un paramètre. Ouais. C'est une méthode d'instance. Ensuite, il y avait d'autres choses qui avaient été encodées ici. C'était dans le texte, mais ça devient très clair aussi sur l'exemple. Ici, on a B1 désigne un objet book dont le titre c'est Java for Dummies, c'est par ce monsieur John Smith et le bouquin a été créé en 1996. C'est la même chose pour notre deuxième exemple, sauf que les deux bouquins n'ont pas le même prix. Qui est important ici, puisque dans notre exemple, qu'on appelle la méthode equals de B1 et B2, on voit très bien que sur la sortie, ça affiche true. Voilà, donc ça suggère que des livres qui n'ont pas le même prix sont quand même considérés comme le même. Et de fait, si vous aviez
une étagère avec plusieurs livres à des prix différents, est-ce que c'est le même livre? La réponse pourrait être oui, même s'ils n'ont pas le même prix. Ben oui, il y en a un qui est plus usagé, Voilà. les pages sont, sont amochées. Donc ça montre bien qu'il y a une sémantique derrière l'égalité d'objets, si on veut savoir si cet objet-là, cette instance, doit être considéré la même chose que cette autre instance. Pas si ce sont les mêmes, mais s'ils doivent être considérés comme les mêmes. Et donc là, des instances de livres, de book, doivent être considérées comme étant les mêmes si, d'une part, elles ont le même auteur, d'autre part, elles ont le même titre, et enfin, elles ont été publiées la même année. Okay. Donc, ça, c'est les 3 éléments qu'il fallait comparer. Quand c'est des références, quand on a des variables références, on utilise toujours equals, Voilà. qui est déjà un peu la même idée qu'ici. C'est ce qu'on est en train d'implémenter nous-mêmes. La question n'est pas est-ce que auteur de cet objet-ci désigne le même objet que auteur de cet autre objet. La question est vraiment est-ce qu'ils sont logiquement équivalents? C'est ça. Donc on utilise equals. Ici, ça c'est de type primitif, donc on utilise le equals. Donc c'est une des sources de soucis, la confusion entre equals et égal. Et l'autre problème, c'est ce qu'on reçoit là comme paramètre, other, c'est une référence. Et une référence, ça peut être nul. Et si une référence est nulle et qu'on essaie de la suivre, other dot quelque chose, comme par exemple ici other dot author, other dot title, other dot year, tout ça, si la référence est nulle, va lever une exception. Ouais. Et donc va cracher le programme. Vraisemblablement. Oui, tout à fait. Donc nul, c'est une valeur spéciale qui dit « je ne désigne pas un objet ». Si je ne désigne pas un objet, je ne peux pas accéder à sa variable d'instance author. Voilà. OK. Donc il faut prendre l'habitude, c'est pas juste une question d'examen, il faut vraiment prendre l'habitude quand vous manipulez des références, il faut vous assurer que ces références-là sont valides avant de les suivre. Sinon, vous allez écrire du code qui va cracher. Oui, ça doit devenir un réflexe. J'utilise point quelque chose d'une référence. Cette référence ne doit pas être nulle. On va mettre une garde devant, on va s'assurer qu'elle n'est pas nulle. Ouais. L'autre point qui est un petit peu plus subtil, un petit peu plus étoffé, c'est que equals, c'est une méthode qui a un contrat bien défini. 2 choses sont égales ou pas égales. Il y a une réponse claire. Peu importe ce qu'on me passe en paramètres, cet objet-ci est égal, est équivalent à l'autre objet ou il ne l'est pas. Ça ne doit jamais lancer d'exception cette classe-là. Donc ici, d'où l'importance de faire ce test. Voilà, other equals null. Si on reçoit null comme paramètre, ça n'est pas une violation du contrat qu'on est en train d'implémenter ici. Le contrat, c'est on va retourner vrai si la référence other désigne une instance de book telle que les 2 auteurs sont les mêmes, les 2 titres sont les mêmes et l'année de publication est la même. Et sinon, ça va retourner faux. Donc ça serait malencontreux de retourner une exception, d'envoyer une exception si on recevait un paramètre nul. Donc ici, ça c'est vraiment à proscrire. Ouais. Lorsque je reçois la valeur nulle, je ne lance pas une exception, je retourne faux. OK, je pense que c'est assez pour ça. On passe à Notes Basket. Voilà. Alors, ça aussi, c'est un Goods and Services. Même chose. Même chose. Donc, ça a la méthode getPrice. Oui. Je pense que ça, c'était le plus gros souci avec cette classe-là. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. La question ne répétait pas getPrice, mais par contre, c'était clair. Oui, il n'y avait pas d'ambiguïté. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Goods and Services possède une méthode getPrice.
nuts basket est un ou réalise peut être vu. peut être vu comme un goods and services, donc il fallait l'avoir. Voilà. Et donc là, bon, pour introduire un peu de variété, là, au lieu d'avoir un prix, on avait mis un prix qui était en fait un prix au kilo, donc on avait 0,1 $ par gramme. Voilà. Ici, on utilise une constante dans notre implémentation. Si vous n'aviez pas utilisé de constante, vous avez juste retourné 0,1 fois le poids, c'était bon. Ouais. Puis en passant, c'était pas cher, ça. Hein? Faut que tu me dises où tu les achètes. OK. Puis finalement aussi, la question demandait un toString. Un toString, ici, retourne simplement une représentation de chaîne. Ici, on dit le type, le prix, et voilà. Voilà. OK. Donc là, on avait un book et on avait nuts basket, et les deux peuvent être vus comme des goods and services, et tout ça pour arriver à la question tax price. Donc pour nos deux objets, là, nos deux classes, puisque ils implémentent goods and services, on peut demander un prix, get price, et ça va toujours marcher. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est le prix avec taxe. Et là, donc, ce qu'on dit, c'est que les taxes, ça va dépendre de la province. Donc, on va avoir le prix, en l'occurrence en Ontario et au Québec. Oui. Alors, si on regarde bien le texte, là, on voit que la façon qu'on a d'appeler cette méthode, c'est d'abord taxPrice.price tax included. Donc ça nous indique sans ambiguïté qu'il s'agit d'une méthode de classe. Oui, ça nous donne un pas contexte objet de classe. Oui. Voilà, il n'y a pas d'objet tax price, oui, on appelle simplement ça. Et la variable ON au QC, pour dire si on demande pour l'Ontario ou le Québec, aussi est appelée avec taxPrice.on, taxPrice.qc, donc c'est aussi des variables de classe. L'autre élément qui est donné ici sur cet exemple-là, c'est que cette méthode-là, price taxes included, on l'a appelée une fois en lui passant un objet book et on l'a appelée une fois en lui passant un objet nuts basket. Voilà. Donc, elle doit fonctionner pour ces deux types-là. Alors, on regarde la solution. Alors, on regarde la solution. Donc ici, ce qu'on recherchait, c'était une seule implémentation. Oui, bien sûr. C'est le but de tout ça. de n'avoir qu'une implémentation pour tous les goods and services. Et il y a quelque chose de commun entre ces deux objets-là, c'est que tous les deux peuvent être vus comme étant des goods and services. Voilà. Donc, on utilise le nom de l'interface comme type pour la variable référence, pour le paramètre. Voilà. Et comme on a une variable goods and services, ça nous assure qu'une chose en l'occurrence, ouais, c'est qu'il va y avoir une implémentation de getPrice. Forcément, c'est le contrat. Ensuite, pour ces deux variables-là, QC et Ontario, on avait laissé libre le choix du type. Ouais. Alors, il y avait certainement deux implémentations qui tombaient sous le sens. L'une, c'était d'avoir des variables de type double. À ce moment-là, on pouvait directement utiliser cette valeur-là dans notre calcul. Voilà. Ou sinon, ça aurait pu être une chaîne, puis là, on faisait des tests. Si on est au Québec, on utilise un certain calcul, et si on est en Ontario, on utilise l'autre. Voilà. Et les deux choix étaient tout à fait possibles, et il n'y avait pas de pénalité pour utiliser l'un ou l'autre. C'est bon? Voilà. Je pense que donc ça c'est la première question. La première question, les résultats ont été quand même tout à fait bons. Oui, je pense que c'est 80% Ouais. pour cette première question. Alors, on se déplace à la question suivante. Le lissage. Le lissage, oui. Alors, ben vraiment, cette question-là, on voulait faire un lien avec le premier devoir. Ouais. Devoir, on vous demandait de manipuler des tableaux. Cette question-là manipule des tableaux.
Moi, ce qui m'a surpris le plus durant l'examen, là, c'est le nombre de questions que j'ai eues pour la question smooth. Euh, Plusieurs étudiants m'ont posé la question, puis je l'ai revu dans des solutions. Les étudiants ne voyaient que le lissage entre deux positions du tableau, alors que la question me semble assez claire. Oui. Chaque valeur est remplacée par la moyenne. La moyenne de quoi? Trois choses. La valeur qui précède, la valeur elle-même et la valeur qui suit. Évidemment, ça fonctionne seulement si on est dans les positions intermédiaires. Au début, à la fin, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on vous disait, lorsqu'on est au début, c'est la moyenne de deux valeurs. Lorsqu'on est à la fin, c'est la moyenne de deux valeurs aussi. Voilà. Et donc, une série d'exemples juste en dessous. Une série d'exemples. Pour illustrer ça. Ouais. Alors, il y avait aussi, en plus de l'idée de manipuler des tableaux, il y avait aussi une autre idée sous-jacente qui était ici que pour faire ce calcul-là de lissage, de moyenne, il fallait ne pas utiliser des valeurs qui ont déjà été lissées. Oui, si vous calculez la moyenne de l'index I de votre tableau, et que vous mettez cette moyenne à l'index I, ensuite quand vous essayez de calculer la moyenne pour la valeur à l'index I plus 1, la définition de cette moyenne, c'est la valeur à l'index I plus 1 et I plus 2. Mais si vous avez déjà perdu la valeur de l'index I, parce que vous l'avez écrasé pour le remplacer avec la valeur de la moyenne, eh bien vous ne pouvez plus calculer la moyenne et I plus 1. Ouais. Et c'est très similaire, c'est en fait exactement la même situation que ce qu'on avait rencontré lors du premier devoir, quand on essayait de mettre à jour les θ, et où on se rendait compte que si on écrasait, en fait, quand on calculait θ0, θ1, θ2, θ3, si on mettait directement la valeur des θ à l'intérieur du tableau, ben on n'était pas capable de continuer à calculer les autres valeurs de θ, ou en tout cas on ne pouvait pas les calculer correctement, parce que on avait perdu la valeur qui était nécessaire pour faire ce calcul. Et donc on avait vu à l'époque, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir deux tableaux. Un tableau qui va avoir les valeurs initiales et un tableau dans lequel on va mettre les nouvelles valeurs. Et là, il va falloir, bien entendu, faire la même chose. Et ne pas oublier, après, de copier les valeurs dans le tableau. Alors, il y avait une mise en bouche, une première question. On vous demandait d'afficher tout simplement le contenu d'un tableau. Voilà. Alors, il fallait d'abord détecter, comme on en a parlé précédemment, le cas où A ne désigne pas un tableau. À ce moment-là, il n'y a rien à faire. C'est ça. N'oubliez pas de mettre ça systématiquement. On enlèvera systématiquement des points quand vous ne le faites pas, parce que c'est très important. Si vous avez une référence, si vous recevez des références, il faut que vous vous assuriez que ces références ne sont pas nulles avant d'y accéder. Ensuite, j'ai vu plusieurs solutions où l'étudiant avait simplement écrit System Out Println de A. En Java, ça ne fonctionne pas. Ça affiche simplement le type suivi d'un nombre qui représente un identifiant unique pour cet objet-là. Voilà. Donc là, il va falloir traverser le tableau pour pouvoir extraire les valeurs et les imprimer. Ouais. J'ai vu quelques solutions où il y avait un petit commentaire où on disait il faudrait que je trouve une façon de retirer cette dernière virgule-là. Donc ici, la solution qui a été proposée, c'est de stopper plutôt notre itération et d'afficher le dernier élément à l'extérieur, à la fin de la ligne. Voilà. Il y a plusieurs solutions. OK. Ce qui était recherché ici, c'est smooth. Voilà. Donc, smooth, comme on disait, il va falloir s'assurer de ne pas détruire les valeurs pendant qu'on fait le calcul. Donc, il y a vraiment deux tableaux, puis il y a deux familles d'approches. Alors, il y avait des étudiants qui utilisaient le tableau désigné par A
comme étant la valeur courante. Ils déposaient leur calcul dans temp et à la fin, ils s'assuraient de rapporter tout ce qui est dans temp vers A. Ou à l'inverse, on peut tout copier vers temp et faire ses calculs dans A. Voilà. Alors, donc ici, encore une fois, il faut vérifier A n'est pas nul parce que ce qui suit, où j'essaie d'accéder à length, va générer null pointer exception. Voilà. Il y a un cas aussi un petit peu limite, un peu extrême, où en fait un tableau en Java peut avoir une taille 0. Ouais. Et ça aurait causé des problèmes, des soucis ici, parce que si j'accède à la position 1 d'un tableau de taille 0, j'ai un out of bound exception. En fait, même dans ce cas-là, même si la taille est 1, ben ça va poser des problèmes. Et enfin, vu le code comme il est écrit là, et de toute façon, si le tableau n'a pas au moins 2 éléments, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, pour ces raisons, il fallait tester d'abord, et dans cet ordre-là, d'abord si la référence n'est pas nulle, et si elle n'est pas nulle, à ce moment-là, quelle est sa taille, quelle est la taille du tableau, et si la taille du tableau est pas au moins 2, ben, on peut arrêter là. Alors, on se crée notre tableau temporaire, on débute nos calculs. Déjà, le premier calcul à faire, celui pour temp de 0, c'est la moyenne de 2 valeurs. Oui. Cas spécial. On va dans la boucle où on va traiter les cas généraux. Les cas généraux, on calcule la moyenne de 3 valeurs. A de i moins 1, A de i plus 1 divisé par 3. Quand on a terminé, on doit calculer la valeur pour le dernier cas spécial, celui où on fait la moyenne des 2 derniers éléments. Là, on a tous nos résultats, les résultats attendus, mais ils sont dans temp. Alors, une très mauvaise idée aurait été de dire A égale à temp. Voilà. Ceux qui ont participé à la première séance de préparation à l'examen se souviendront que j'ai patiné pendant très très longtemps pour vous expliquer que ça marche pas. Si vous avez encore des petits doutes, des petits soucis, ben, d'une part, vous pouvez le coder puis faire des tests. Et sur Piazza, il y avait un petit quiz qui s'appelait quelque chose avec swap. Oui, oui. Et le but, début d'année. En début d'année, parce que déjà, bon, on avait anticipé. On savait ce qu'on allait. On savait qu'on allait recevoir cette solution éventuellement. Donc, ceci ne fonctionne vraiment pas. Si vous avez des questions, venez nous voir. C'est important. Alors, il fallait tout simplement ici une petite boucle où on allait prendre tout ce qui est dans le tableau temporaire et remettre ça dans le tableau original, celui qui est désigné par AA, le paramètre. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait. Voilà, on se déplace, on s'en va maintenant. Donc ça, c'est la question qui a été la plus difficile. Oui, je dirais qu'il a posé des problèmes les plus fondamentaux au niveau des concepts. La question 2, moi, si je résumais les défis étaient dans la lecture de l'énoncé et le traitement des cas spéciaux, les cas limites. Donc là, si vous n'avez pas eu la note parfaite, c'est soit que vous avez oublié des cas limites ou vous avez lu trop rapidement, vous n'avez pas été assez systématique. Alors que la question 3, vraiment, là, on a vu des problèmes de fond. Oui. Il y a eu pas mal de confusion. Donc, la question 3 parle d'une classe qui s'appelle Stack Inspector. On voit, puis encore là, c'est important de regarder les exemples qu'on vous fournit. Un objet Stack Inspector reçoit la référence d'une pile, possède une méthode findLast, dont le but, puis là l'énoncé explique, est de trouver la position d'un certain objet dans la pile. Voilà.
On explique ici dans le texte que celle qui nous intéresse, c'est celle qui est le plus au fond de la pile. Ça pourrait possiblement être la dernière valeur tout au fond. Donc, quand on va faire notre traitement, il faut s'assurer de tout sortir de la pile, il faut descendre jusqu'au fond. En fait, il est même possible, ce n'est pas une erreur, il est possible que l'élément ne soit pas trouvé dans la pile. Et si c'est le cas, il est spécifié qu'il faut retourner -1. Voilà. Donc ici, il fallait, moi je pense, là, se dessiner cette pile-là. Il y avait 1 sur le dessous, 2, ensuite 1, 2, puis 3 qui était là. On vous donnait un peu de code. On disait, voici la classe StackInspector, possède une variable référence, une variable d'instance. On initialise cette variable-là dans le constructeur. On dit un objet StackInspector reçoit la référence d'une pile et la mémorise. On s'en souvient dans sa variable d'instance stack. Ça vient ici. Alors, on parle de StackInspector. Voilà. Donc ça, on en a parlé, pas besoin d'y revenir. Ce qui nous intéresse, c'est la méthode findLast, qui reçoit en paramètre une cible. On cherche quelque chose. On cherche cet élément dans la pile. Alors, donc, il s'agit d'une pile. On voit ici, on a une référence à une pile. Donc, StackInspector, ça n'est pas une pile. C'est une classe qui a une référence à la pile. Donc, c'est un utilisateur de la pile. Donc, à l'intérieur de StackInspector, ce que vous pouvez faire, c'est manipuler la pile à travers les méthodes qui sont les méthodes de pile. Donc, il y a quelques méthodes qui vous avaient été rappelées dans le document, qui sont là. Voilà. On peut les voir sur la page suivante. Voilà. Donc, une pile, pour cette question-là, c'est un objet qui possède une méthode isEmpty, une méthode peek, une méthode pop, une méthode push. C'est tout ce qu'on sait. Le reste, c'est complètement obscur, c'est complètement opaque. Toute implémentation doit être privée. On ne la voit pas. Il est impossible d'y accéder. Donc, en particulier, on ne sait pas ce que notre implémentation-là a utilisé, parce qu'on a vu en classe plusieurs façons d'implémenter des piles, et on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, on ne peut pas partir, même si... De toute façon, on ne peut pas y accéder, mais on ne sait pas si ça utilise une liste chaînée, si ça utilise un tableau. Donc, c'est vraiment un mauvais réflexe de se dire, sans doute ça utilise, par exemple, un tableau. Certains sont partis du principe que ça utilise un tableau, et ensuite, encore pire, commencent à accéder directement dans le tableau. Vous n'avez que ces méthodes-là pour manipuler votre pile. Et bon... c'est tout à fait normal là, de penser comme ça au début, mais il faut revenir à cette idée que ces fameux types abstraits de données-là, on les a créés parce que on ne veut pas penser à leur implémentation lorsqu'on résout des problèmes. On veut faire abstraction, on dit, moi j'ai un problème où je devrais traiter les éléments dans l'ordre inverse qui m'ont été donnés. Ça devient clair, j'utilise une pile. Et c'est très simple à utiliser. Une pile, on peut retirer pop, on peut ajouter push, et on peut lui demander, est-ce que si je faisais un appel à pop, tu me donnerais quelque chose? Donc, il y a une méthode isEmpty. Voilà. Dans ce cas-ci, on a aussi une petite méthode peek qui nous permet de voir ce qui est en haut sans l'enlever. Ce qui est en haut. Donc là, il fallait clairement retirer tous les éléments. Donc, si on n'a pas accès à l'implémentation, il faut retirer les éléments, puis on les remettra plus tard. Si on retire les éléments de la pile, ben, il ne faut pas les perdre. Voilà, il va falloir les mettre quelque part. Il faut les mettre quelque part. Ça aurait été une très mauvaise idée de se créer un tableau, parce qu'on ne sait pas quelle est la taille. Si on regarde ici, il n'y a pas de méthode 16, il n'y a pas de length. On ne sait pas. On ne sait pas. Et si vous ne connaissez pas la taille, vous ne pouvez pas utiliser un tableau, parce que un tableau est d'une taille fixe que vous allez donner à la création. Et s'il y avait plus d'éléments dans votre pile que
n'importe quel nombre que vous ayez donné pour votre taille de tableau, ça ne marcherait plus. Ça marcherait. Donc, il nous fallait une structure de données pour sauvegarder ces éléments-là. Ben, on sait qu'il existe Stack Implementation. Voilà. Alors, on l'utilise. Voilà. Donc, ici, la stratégie globale, finalement, c'était de dire, je sors tous les éléments de la pile désignés par stack, je les sauve quelque part ici dans temp. Ensuite, je reprendrai ces éléments-là et je les remettrai dans la pile originale. Et pendant que je vais faire ça, je vais essayer de trouver la cible. La cible, donc je vais trouver son index. Voilà. Il y avait deux façons de le faire, soit qu'on comptait les positions à mesure qu'on sortait les éléments de la pile originale, ou soit qu'on comptait les positions à mesure qu'on sortait les éléments de la pile temporaire, puis qu'on les remettait dans la pile désignée par stack. Les deux solutions étaient adéquates si elles étaient bien implémentées. Voilà. Donc ici, ce qu'on a, c'est la deuxième. Donc, on retire les éléments de l'objet désigné par stack, donc stack.pop, et on met ça dans la pile temp.push. Voilà. Donc là, quand on a une pile et qu'on vide la pile dans une deuxième pile, il faut visualiser ça. Vous allez prendre l'élément qui est en haut de la première pile et vous allez le mettre dans la deuxième pile, donc il va se retrouver en bas. Ensuite, vous allez prendre l'élément qui est maintenant en haut, le deuxième élément, et il va se retrouver juste au-dessus de l'élément en bas. Donc vous voyez que les éléments vont se retrouver dans l'ordre inverse dans la nouvelle pile. Donc en fait, là, à la fin de cette boucle, dans la pile temp, vous allez avoir tous les éléments qui étaient dans la pile stack, mais inversés. Et donc, l'occurrence recherchée était celle qui était la plus près du fond de la pile dans sa version originale, devient donc l'occurrence qui est la plus près du dessus dans la version renversée. Voilà. Il y avait, comme Guy Vincent le mentionnait, cette possibilité que l'élément recherché, la cible, est absente, auquel cas on retourne la valeur -1. Donc, -1 est une sentinelle, nous dit « je ne l'ai pas trouvé ». La solution générale ici, si on focus d'abord sur cette boucle-là, sur ce qui se passe en gros, là, c'est tant que je n'ai pas vidé le contenu de la pile temporaire, je remets ça dans la pile désignée par stack. Voilà. Donc ça va nous assurer qu'à la fin, on a rétabli stack, ça va être dans le même ordre. C'est dans le même ordre. Tout va bien avec stack. Tous les éléments sont là et ils sont dans le même ordre. Et là, ce qu'on fait, c'est result égale -1 est une sentinelle qui nous dit « je ne l'ai pas trouvé ». Je ne l'ai pas encore trouvé. Dans ma boucle, si result est égal à -1, puis là on se souvient que dans la pile renversée, l'élément le plus au fond est en fait celui qui est le plus près du dessus. Donc je commence à partir du dessus. Tant que c'est -1, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Si l'élément recherché est trouvé, on utilise equals ici. On utilise equals, oui. Si l'élément recherché est trouvé, result égale à 0. On commence à compter. On vient de le trouver. On vient de le trouver, puis on veut savoir combien il y a d'éléments qui sont en dessous dans la pile inverse ou par-dessus dans la pile à l'endroit. Et donc, on voit que du moment que result n'est plus -1, on ne vient plus dans cette partie-là. Voilà. On a trouvé notre élément, et tout ce qu'on fait maintenant, c'est compter. Tout ce qu'on fait, c'est compter, puis on retourne ce résultat-là. Voilà. Mais comme disait Marcel, on aurait aussi pu essayer de détecter ça dans l'autre sens, auquel cas on aurait trouvé en fait la dernière instance, donc on aurait recommencé à compter à chaque fois qu'on retrouve l'élément, et finalement on aurait su combien il y avait d'éléments entre la dernière instance et le fond de la pile. Et puis là, quand on remet tous les éléments dans la pile, ou même la première fois d'ailleurs, on peut compter combien il y a d'éléments en tout dans la pile, et à ce moment-là, retourner la différence. Ouais. Donc les défis ici étaient vraiment tenter d'accéder au contenu de la pile, prétendant que cette pile-là était un tableau. Ça, c'était... Ouais. Ça, on a vu beaucoup de solutions comme ça. Ou
de ne pas rétablir le contenu de la pile, ou encore de faire quelque chose comme... là, non, ici ça pourrait fonctionner, faire stack égal. Ouais. Si on n'avait pas, si on avait fait notre travail avec une seule boucle, on aurait pu être tenté ensuite de faire quelque chose comme stack égale temp. Mais là, les éléments sont dans le mauvais ordre. On aurait les éléments dans le mauvais ordre. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui était pénalisé dans notre barème. OK. Voilà. Donc ça, je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire sur cette question. Ouais. Et la dernière, bon, on ne passera pas trop de temps. Postfixe, infixe. Alors, c'est une question où on vous demande de passer d'une notation à l'autre. Et là, je pense que plusieurs des erreurs qu'on a vues, c'était des erreurs, encore une fois, où l'étudiant avait mal lu la question. Oui, souvent, donc on vous dit, une meilleure lecture aurait aidé. À l'aide de l'algorithme présenté en classe. Donc, sûrement qu'on ne dit pas ça pour rien, il y a quelque chose là. Vous devez transformer cette expression et donner l'expression infixe correspondante. Alors là, j'ai vu des gens qui ont commencé à écrire du code Java. On ne vous demande pas de code ici. Non. On a vu plusieurs solutions où vous avez inscrit la bonne valeur, parce que si on évalue cette expression-là, sa valeur c'est 2. Voilà. Sauf que ce n'était pas la question. Sauf que ce n'était pas la question. La question vous demandait de nous donner l'expression infixe qui correspond à la version postfixe de cette expression-là. Alors, si on vient ici, ceci est l'expression postfixe. Ce qu'on recherchait, c'était la même expression dans sa version infixe. Et là, on reconnaît, on voit que Marcel a utilisé l'algorithme donné en classe parce que Marcel a mis des parenthèses absolument partout, y compris quand ça n'est pas strictement nécessaire. Oui, donc ici, l'algorithme, il est assez bête. L'algorithme se rend compte que lorsqu'il va reconstruire les sous-expressions comme celle-ci, 7, 6, moins, transformé en 7, moins 6, pour que l'expression soit évaluée au bon moment, c'est-à-dire au même moment que si on avait fait son évaluation dans sa forme postfixe, il faut entourer cette sous-expression des parenthèses. Donc là, ici, c'est clair, c'est nécessaire, mais il y avait des sous-expressions où ce n'était pas nécessaire, mais l'algorithme, il ne sait pas. Oui, l'algorithme, il ne réfléchit pas à ça. Et en particulier, il y avait les parenthèses tout à l'extérieur qu'il fallait ajouter. Voilà. Bon, on n'a pas été méchant. Si le résultat était correct, mais il manquait quelques parenthèses suggérant que vous aviez essayé de résoudre directement la question plutôt qu'en utilisant l'algorithme, vous avez quand même ramassé quelques points. Oui. Mais il faut faire attention à ce genre de choses. Parce que, en fait, c'est souvent une situation où quand on vous explique une méthode systématique pour faire quelque chose et qu'on essaye de tester ça, soit on vous donne un problème tellement difficile que soit vous utilisez la méthode systématique, soit vous n'y arrivez pas, soit on essaie de rester dans une taille raisonnable, mais à ce moment-là, il faut vraiment faire un effort pour montrer que vous utilisez bien la méthode. Parce que la question n'est pas de savoir si vous savez la réponse, la question est de savoir si vous connaissez l'algorithme. Oui. Donc voilà. OK. C'est mon petit pitch. OK, donc c'était ça. Je pense que c'est important. Les étapes qui vont suivre sont d'aller consulter votre copie d'examen, s'assurer que la correction est correcte, que le nombre de points, le total est bon. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions à votre TA. S'il y a des erreurs, vous nous en faites part. Mais surtout, il faut comprendre ces erreurs pour ne pas les répéter. Voilà.
pour ne pas les répéter au final, pour ne pas les répéter dans votre stage cet été, dans votre boulot, dans vos projets. Donc, assurez-vous de bien comprendre tout ça. C'est important. Utilisez Piazza toujours pour poser vos questions. Et on vous répondra. OK. Voilà, bon ben c'est tout, donc bonne soirée. Bonne soirée.